Un entrepreneur prospère est abordé par une jeune fille pauvre des rues. Il envisageait de l'ignorer, mais les paroles de la jeune fille portaient un avertissement mortel qui changerait sa vie et celle de la fillette malheureuse pour toujours. L'histoire suivante a été inspirée par des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité des auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Alan, un individu grand aux épaules larges, portait un élégant costume d'affaires alors qu'il se dirigeait joyeusement vers une réunion importante, organisant méticuleusement 16 documents dans un luxueux porte-documents en cuir. Son expression était contagieuse, empreinte d'une joie comparable à celle d'un enfant venant de se faire un nouvel ami grâce à sa rencontre avec Javier. Ce dernier, habile dans les méandres des affaires, s'est avéré être un partenaire de rêve, stimulant de manière significative les bénéfices au cours de leur collaboration d'une année. Frôlant la trentaine, Alan envisageait sérieusement de fonder une famille. Contrairement à la tendance contemporaine de repousser la paternité, il se trouvait dans une impasse dans sa quête de la partenaire idéale pour une vie conjugale. Malgré sa position économique solide, Alan rencontrait des difficultés à trouver quelqu'un ayant de réelles intentions. Son expérience amoureuse, marquée par des relations antérieures, révélait la frustration de s'engager avec des femmes ne cherchant que ses biens. Perspicace pour déceler les véritables intentions, Alan soumettait à plusieurs reprises ses relations à des tests qui mettaient en lumière l'intérêt superficiel de ses petites amies. Dans ses tentatives romantiques, chaque prétendante précédente décevait les attentes d'Alan, laissant clair que ses recherches dépassèrent les richesses matérielles. Son désir était une femme simple, authentique et modeste, quelqu'un qui valoriserait le foyer et l'aimerait sincèrement, allant au-delà de l'attrait de sa position économique. Dans un monde où les apparences pouvaient tromper, Alan aspirait à une connexion authentique et durable, fondée sur des valeurs solides et des émotions vraies. Absorbé par ses pensées, Alan quitta enfin son appartement, réexaminant ses documents. En entrant dans la rue, il jeta un regard satisfait aux fenêtres de son luxueux appartement avant de se diriger vers sa voiture sophistiquée. Soudain, il ressentit une légère pression sur sa main et, en regardant, il se trouva face à une jeune fille épuisée d'environ 8 ans. Son apparence indiquait une vie de besoin. Alan, s'attendant initialement à une demande d'argent, fut surpris par des paroles qui le choquèrent au point de devoir s'asseoir sur un banc à proximité pour réfléchir à ce qu'il venait d'entendre. L'impact de la révélation fut si profond que la réunion prévue avec son associé devint momentanément impossible. Revenant en arrière dans le temps, Alan revisita une phase de sa vie très distincte. À l'époque, loin de l'opulence actuelle, il vivait avec sa mère dans un modeste appartement, jouant le rôle de programmeur dans une petite entreprise informatique. Cependant, dans cette période moins aisée, Alan possédait quelque chose d'inestimable. L'amour d'Isabelle, sa bien-aimée de l'époque, à qui il prévoyait de demander en mariage au moment opportun. Isabelle résidait dans une ville voisine, entourée de majestueuses montagnes, formant un lieu touristique simple. En tant qu'enseignante primaire, elle avait du mal à trouver un emploi localement et prévoyait donc de déménager dans la capitale après son mariage avec Alan. Cependant, elle n'était pas consciente de l'impact significatif que sa grand-mère aurait dans sa vie dans les événements à venir. Donna Aurora, âgée de plus de 70 ans, nourrissait un amour profond pour sa petite fille, ne désirant que le meilleur pour elle. Cependant, elle se méfiait des intentions d'Alan. Elle ne le considérait pas comme une figure fiable pour soutenir Isabelle, compte tenu de sa jeunesse et de ses récents démêlés avec la loi. Bien qu'Alan se soit réintégré avec succès dans la société et ait acquis une bonne position professionnelle, Donna Aurora conservait sa méfiance, croyant que ceux qui commettent des erreurs une fois peuvent les répéter. Son opinion était claire, et elle répétait à Isabelle « Ma chère, tu vas souffrir avec ce garçon. Quitte-le tant qu'il en est encore temps. Il y a tellement d'hommes bons et travailleurs là-bas qui te traiteraient comme une reine. Mais tu insistes pour ne regarder que cet Alan, comme s'il était le seul homme sur terre. » Isabelle, quant à elle, réfutait les préoccupations de sa grand-mère. « Grand-mère, pourquoi dis-tu cela? Alan m'aime sincèrement, et je l'aime. Ce qui s'est passé dans son passé est derrière nous, et maintenant il est une personne complètement différente. » Malgré les désaccords, la grand-mère et la petite-fille maintenaient fermement leur position. Cette dynamique, bien qu'elle puisse entraîner des frictions occasionnelles,
ne devenait jamais un point de rupture car les deux respectaient l'individualité des opinions. Tout semblait converger vers un avenir prometteur où Isabelle cheminerait aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Cependant, un jour fatidique lors d'un voyage apporta avec lui une fin terrible. En cette charmante nuit d'été, aucun signe n'annonçait un désastre imminent. Alan et Isabelle choisirent d'explorer un sentier le long d'une rivière de montagne. Arrivés au point de départ, le temps changea soudainement, avec des nuages obscurcissant la lumière de la lune. Malgré cela, tous deux étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne remarquèrent pas les signes autour d'eux. L'arôme envoûtant de la végétation remplissait l'air, pendant qu'Alan et Isabelle, main dans la main, discutaient avec enthousiasme de leurs projets futurs. Avec un regard timide, Alan partagea ses idées. « Dans un premier temps, nous allons louer un appartement. Je crois que mon argent sera suffisant au début, et dès que nous aurons trouvé un endroit, je commencerai à chercher un emploi. Heureusement, je maintiens toujours un revenu grâce à mon travail à distance. Je ne pense pas que nous aurons des difficultés financières. J'espère que tu n'auras pas besoin de travailler. Après tout, c'est le devoir de l'homme de soutenir la famille. Alan, je suis confiante que tout se passera bien, mais je m'inquiète pour grand-mère. Comment va-t-elle rester seule ici ? Demanda Isabelle, serrant fermement la main de son bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Dès que nous serons installés, nous la ramènerons vivre avec nous. J'aime bien elle. Je vois qu'elle est une personne très intelligente et a un sens de l'humour incroyable, assura Alan, évitant d'aborder les préoccupations persistantes de Donna Aurora. Isabelle n'avait jamais partagé les véritables sentiments de sa grand-mère, encore moins les avertissements persistants qu'elle recevait. Finalement, ils remarquèrent la pluie qui commençait à tomber et décidèrent de rentrer. Mais les conditions météorologiques se détériorèrent brusquement. Quelques minutes plus tard, la pluie devint si intense qu'elle ressemblait à un mur tout autour d'eux. Alors qu'ils étaient à mi-chemin du retour vers la voiture, un bruit terrifiant résonna des montagnes et le sol commença à trembler. On aurait dit que la nature avait rassemblé toutes ses forces, déclenchant un formidable glissement de terrain. Le glissement emporta tout sur son passage, se rapprochant rapidement de l'endroit où le couple s'était arrêté. Cependant, pour Isabelle et Alan, c'était déjà trop tard. En quelques secondes, ils furent emportés par un torrent de boue, les entraînant directement vers la rivière. La force du courant les sépara, et il ne leur resta que le temps de prononcer des mots d'amour et de désespoir. Des jours ont passé, et Alan, appuyé sur une canne en raison des blessures à la jambe causées par le glissement de terrain, s'est dirigé vers la maison de son bien-aimé. Il avait été blessé en heurtant les rochers du lit de la rivière, mais avait réussi à atteindre la rive, où l'équipe de secours l'avait trouvé et transporté à l'hôpital. Désespéré de connaître des nouvelles d'Isabelle, aucune des informations obtenues à l'hôpital ne lui apporta de soulagement. À sa sortie, Alan se rendit directement chez Isabelle. Cependant, la porte fut ouverte par Donna Aurora, vêtue de noir. Alan pâlit d'horreur, et avant que la vieille dame puisse offrir le moindre salut, il demanda anxieusement « Que s'est-il passé avec Isabelle ? Où est-elle ? Je lui ai répété maintes fois de ne pas s'impliquer avec toi, et maintenant elle est partie », s'écria la dame avec une haine visible. Ces paroles furent comme des coups pour le désolé Alan, qui se sentait coupable de la perte de sa bien-aimée. Le choix d'aller dans les montagnes était le sien, alors qu'Isabelle avait suggéré un café. En proie au choc et au désespoir, Alan s'effondra par terre, des sanglots étouffés secouant ses épaules, tandis que la vieille dame lançait des malédictions implacables contre lui. Ensuite, elle referma la porte, déclarant qu'il ne méritait même pas de voir la tombe d'Isabelle. Incapable de supporter le poids de cette douleur accablante, Alan s'est isolé de sa famille et de ses amis, partant pour la capitale. Absorbé par sa propre souffrance, il n'avait aucune idée que tout ce que Donna Aurora avait partagé était un mensonge énorme. Pendant tout ce temps, Isabelle était hospitalisée dans une ville voisine, et Alan ne pouvait pas la trouver. En comprenant cette situation, la vieille tyrannique a pris des mesures pour s'assurer que le couple ne recevrait aucune information l'un sur l'autre, racontant des histoires fictives à chacun d'eux. Pour Isabelle, Alan avait péri dans le glissement de terrain, tandis que pour Alan ne restait que l'amertume et l'exil. Avant même qu'Isabelle ne quitte l'hôpital, l'équipe médicale convoqua en urgence sa grand-mère, Donna Aurora. Craignant pour la vie de sa petite-fille, la vieille dame ne s'attendait pas à l'impact dévastateur d'un secret gardé par Isabelle.
La jeune femme portait en elle la nouvelle qu'elle était enceinte du fils d'Alan, cachant cela par crainte de la réaction fragilisée de sa grand-mère. Son plan initial était de révéler la vérité seulement après avoir stabilisé sa vie dans la capitale aux côtés d'Alan. Cependant, ce moment n'est jamais arrivé, et maintenant la vérité émergeait au milieu de circonstances terribles. En découvrant la nouvelle, le remords frappa la vieille dame avec une telle intensité que son cœur fragile ne put supporter. Animée par le ressentiment, comme un acte de désespoir, Donna Aurora informa Isabelle qu'Alan, son bien-aimé, était toujours porté disparu et avait été déclaré mort. Avant même que la conversation entre les deux puisse se conclure, l'équipe médicale prit en charge la vieille dame, qui peinait à respirer, et l'hospitalisa immédiatement. Isabelle était désespérée. Se remettant encore de ses blessures et faisant face à une grossesse à risque, il ne lui restait plus qu'à pleurer la perte de son bien-aimé. Pour aggraver la situation dévastatrice, quelques heures plus tard, elle apprit que le cœur de sa grand-mère n'avait pas résisté. Maintenant, Isabelle n'avait qu'une raison de vivre, la vie qui prenait forme dans son ventre. Isabelle ne pouvait supporter de vivre dans une ville où elle avait perdu deux des personnes les plus importantes de sa vie en si peu de temps. Ainsi, elle décida de vendre sa maison et de suivre les traces de son bien-aimé, à la recherche du bonheur dans une ville lointaine. 13 ans se sont écoulés depuis qu'Isabelle a donné naissance à sa fille, Francine. Pendant tout ce temps, elle a vécu dans le logement de l'usine de conserve où elle travaillait comme ouvrière. Le directeur, assez aimable, a arrangé une chambre pour elle. Isabelle se soutenait avec son salaire, ses économies et de petits emplois temporaires. Malheureusement, la vie a réservé une série de malheurs à Isabelle. Tout a commencé lorsqu'elle s'est liée d'amitié avec une femme apparemment aimable et compréhensive, qui a silencieusement gagné sa confiance. Découvrant qu'Isabelle était seule au monde et rêvait d'avoir sa propre maison, la femme s'est proposée de l'aider à en acquérir une. Malheureusement, Isabelle a placé sa confiance dans la mauvaise personne. La femme était en réalité une escroc qui l'a trompée en enregistrant la maison à son nom, au lieu du nom d'Isabelle. Les tentatives d'Isabelle de faire appel à la police ont été vaines, car l'escroc avait méticuleusement planifié chaque détail. Ainsi, du jour au lendemain, mère et fille se sont retrouvées sans économie et, peu de temps après, sans endroit où vivre. L'usine de conserves a fermé, laissant place à de nouveaux développements, et le logement où Isabelle et sa fille vivaient a été démoli. Sans avoir où aller, Isabelle a cherché refuge à l'église, où elle priait habituellement pour l'âme de son bien-aimé et de sa grand-mère. Malgré toutes les épreuves, sa foi restait inébranlable, et ses prières ont été exaucées. Un gentil vieillard a été envoyé pour l'aider. Il possédait un appartement confortable en ville et, à 1 heure de là, une maison de campagne inoccupée. Le vieil homme bienveillant a offert la maison afin que mère et fille puissent s'y établir. Depuis lors, Isabelle et Francine ont commencé une nouvelle vie dans la petite ville près de la capitale. Les années l'ont passé. Isabelle travaillait comme enseignante en maternelle dans la ville, mais le salaire n'était pas suffisant. Elle vivait de manière simple et toujours en pensant à l'avenir de sa fille, Isabelle faisait de son mieux, acceptant des emplois temporaires pour économiser de l'argent. Francine, une adorable petite fille aux traits délicats et aux cheveux bruns, était comme un joyau du pays. Observant les efforts inlassables de sa mère, elle a décidé d'aider un jour. Elle a appris à jouer de la musique et au lieu d'attendre sa mère après l'école sur une place à proximité, elle prenait sa flûte et charmait les passants dans les couloirs. Les gens, émus par la petite artiste de rue, laissaient souvent des pièces et de petits billets dans son chapeau. Bien sûr, la jeune fille ne pouvait pas contribuer beaucoup pour aider sa mère, mais elle maintenait toujours la croyance en un avenir meilleur. Un après-midi ensoleillé, Francine, avec les cheveux ébouriffés et des vêtements usés, marchait lentement vers le carrefour quand quelque chose a attiré son attention. 2 hommes semblaient essayer de se cacher derrière une voiture de luxe. Poussée par la curiosité, la jeune fille s'approcha lentement du parking et observa. L'un des hommes était sous la voiture, tandis que l'autre semblait l'aider, gardant un œil vigilant autour. À un moment donné, les regards de Francine et de l'homme se sont croisés, mais en tant que simple fille des rues, c'était presque comme si elle était invisible, recevant peu d'attention du surveillant sombre. C'est alors qu'il lâcha la question. « Comment cela va fonctionner ?» L'homme occupé sous la voiture sortit, se nettoya les mains, rangea quelques outils dans sa veste et répondit
Simple. Il va accélérer et quelques minutes plus tard, la voiture perdra ses freins. Avec ce trafic chaotique, un accident fatal est certain. Le premier répliqua « Mais pourquoi son associé veut le voir mort ?»« Eh bien, cela ne nous concerne plus. L'argent qu'il a payé est assez bon pour moi. Partons. J'ai fini ici. » En comprenant ce qu'elle venait de témoigner, Francine couvrit sa bouche de ses mains dans une tentative de contenir sa surprise. Elle se cacha rapidement derrière une grande colonne, consciente qu'un crime terrible était sur le point de se produire et qu'elle seule pouvait l'empêcher. Il était impératif de découvrir rapidement qui était le propriétaire de cette voiture, quel qu'en soit le coût. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Alan, un homme d'apparence sérieuse, s'approche du véhicule. Francine courut vers lui, tirant légèrement sa manche. Leurs regards se croisèrent et la jeune fille murmura « Monsieur, s'il vous plaît, ne montez pas dans la voiture. 2 hommes ont saboté votre véhicule ici et j'ai entendu l'un d'eux dire que vous ne pourrez pas vous arrêter une fois à grande vitesse. » Alan la regarda avec surprise et doute, mais la sincérité dans les yeux de la fille le fit hésiter. Il y avait quelque chose de curieusement familier dans les yeux de cet enfant, quelque chose qui le toucha profondément, comme si quelque chose en lui était sur le point de se rallumer. Décidant de ne pas prendre de risques, il appela la police. Quelques minutes plus tard, le verdict tomba. La fille avait raison, la voiture avait été sabotée. Pendant qu'ils attendaient que la police s'occupe de tous les autres détails, Alan eut l'occasion de parler avec la fille qui avait sauvé sa vie. Elle partagea un peu de sa vie et lui montra une photo de sa mère, qu'elle portait toujours avec elle. Le cœur d'Alan vacilla, le monde autour de lui perdit soudainement ses couleurs, sa vision commença à tourner et l'air disparut de ses poumons. « Monsieur, vous vous sentez bien ?» demanda Francine en remarquant le visage pâle de l'homme. Les jambes d'Alan n'étaient pas assez fortes pour supporter le raz-de-marée d'émotions. Il s'assit lentement jusqu'à être complètement assis par terre. Perplexe, Alan continuait à fixer la photo. C'était elle, son amour, mais comment ? Rien n'avait de sens en ce jour-là. « Vous connaissez ma mère ?» Une fois de plus, la petite fille n'obtint aucune réponse. L'homme était complètement muet et semblait ne même pas écouter. En ramenant son regard vers la petite fille mal vêtue, les yeux d'Alan s'ouvrirent. Maintenant, il comprenait que c'était que ce sentiment qui avait jailli dans sa poitrine plus tôt. D'une voix hésitante, il demanda « Francine, s'il vous plaît, pouvez-vous me conduire jusqu'à votre mère ? C'est très important. » L'après-midi s'étirait, et l'angoisse enveloppait le cœur d'Isabelle alors qu'elle attendait avec impatience Francine. La porte de la maison semblait être la frontière entre l'inquiétude et l'espoir. Au milieu de l'anxiété, une voiture de luxe noire se gara étonnamment devant sa porte, quelque chose d'inhabituel dans cette région. La portière passager s'ouvrit et une fillette souriante en sortit. « Maman !» s'écria Francine. Isabelle, les yeux pleins de larmes, étreignit sa fille, ressentant un mélange écrasant de soulagement et de confusion. « Francine, où étais-tu, ma fille ?» Naturellement, Francine expliqua à propos de l'homme qu'elle avait aidé, en pointant du doigt l'homme debout à côté de la voiture. Les yeux d'Isabelle rencontrèrent les siens, et une vague d'émotion circulait entre eux deux. Alan et Isabelle restèrent silencieux pendant quelques minutes, mais cela suffit pour comprendre que quelque chose de profond se passait. Enfin, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, se serrant dans leurs bras comme s'il n'y avait pas de lendemain. Une explosion de pleurs et de rires emplit l'air, tandis que le sentiment que la vie, d'une manière ou d'une autre, les avait réunis à nouveau, dominait le moment. La voix d'Alan, émue, trancha l'air. « Veux-tu m'épouser ? Pardonne-moi de ne pas l'avoir demandé avant, mais c'était toujours ce que je voulais le plus. » Isabelle tenait Alan de toutes ses forces, sautant de joie et d'émotion. « Oui, 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 1000 fois oui, mon Alan est vivant. » À côté, une Francine très confuse observait la magie de la réunion. Quelques semaines plus tard, le partenaire d'Alan, avec ses complices, fut correctement arrêté. La révélation que son associé, un homme apparemment honorable, était impliqué dans des activités criminelles par cupidité, choqua Alan. Le mariage entre les amoureux eut lieu, et maintenant tous partagent une vie sereine dans une charmante maison à la campagne. Aujourd'hui, toute la famille a décidé de visiter la tombe de Donna Aurora. Malgré les obstacles que la vie leur a imposés, le chemin jusqu'à ce moment a été rocailleux, mais à la fin, tout s'est aligné pour le mieux. Malgré les moments où la vie semblait s'effondrer, la certitude demeure qu'il y a toujours de la place pour le temps recherché
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.